Monsieur Joao Moreira essuyait la même table de cuisine pour la 5e fois ce matin de mardi, ses doigts rugueux passant sur le formica usé dont il connaissait chaque rayure, chaque tache jaunie par le temps. L'appartement de 42 mètres carrés au 3e étage de la résidence Les Palmiers résonnait d'un silence qui l'étouffait depuis qu'il s'était réveillé à 5h30 du matin, comme il le faisait depuis 15 ans quand il devait arriver tôt au centre de formation des jeunes de l'AS Monaco. Mais maintenant, à 62 ans, retraité depuis 3 mois et 5 jours, il comptait obsessionnellement. Joao ne savait plus que faire de ses mains calleuses, ni des 15 heures quotidiennes qui s'étendaient devant lui comme un désert sans fin. Sa femme Maria était partie il y a 2 ans et 3 mois, emportée par un cancer qui avait consumé leurs économies en même temps que son âme, et depuis lors chaque jour semblait durer une éternité. L'argent était une préoccupation constante qui lui rongeait l'estomac comme un ulcère. Sa retraite de 1 200 € couvrait à peine le loyer de 850 €. Les factures d'électricité, d'eau et de gaz, les médicaments pour l'hypertension et le diabète, qui coûtaient plus de 100 € par mois. Il avait calculé et recalculé des dizaines de fois. Avec de la chance, il pourrait garder l'appartement encore 8 mois. Après cela, il devrait déménager vers quelque chose d'encore plus petit. Peut-être un studio à la périphérie de Menton, loin de tout et de tous. Parfois, pendant les nuits d'insomnie, Joao se surprenait à faire des calculs mentaux macabres. Combien coûterait une crémation versus un enterrement? Si sa petite assurance vie serait suffisante pour ne pas laisser de dettes? S'il ne serait pas mieux de simplement disparaître et ne plus déranger personne? Ces pensées l'effrayaient, mais venaient avec une fréquence troublante. Sur l'étagère en MDF du salon, 2 photographies partageaient l'espace avec quelques livres de football périmés. La première montrait Gabriel, son fils, à 15 ans, tenant un ballon de football de l'Olympique de Marseille et souriant à l'objectif avec ce sourire de travers qui faisait fondre le cœur de sa mère. Cheveux châtains ébouriffés, yeux verts brillants d'espoir, portant le maillot de l'équipe de jeunes où il jouait comme milieu de terrain. À côté, une photo décolorée de lui-même le premier jour de travail au centre de formation de la Turbie, jeune et maigre, portant l'uniforme bleu des employés, posant à côté du directeur administratif dont il ne se souvenait plus du nom. Joao regardait ces photos au moins 10 fois par jour, se posant toujours la même question. Sa vie avait-elle fait une vraie différence dans le monde? 15 ans à nettoyer des couloirs, des vestiaires, des salles de classe, des toilettes. 15 ans à être pratiquement invisible, entendant des fragments de conversation sur de grands rêves, voyant des garçons arriver petits et maladroits et repartir comme de jeunes athlètes. Mais lui, il avait toujours été juste le concierge, l'homme qui nettoyait la saleté des autres. La sonnette retentit à 14h27, interrompant l'émission Téléfoot, qu'il regardait avec peu d'intérêt, plus par habitude d'avoir du bruit dans la maison que par véritable divertissement. Joao traîna les pieds jusqu'à la porte, ses pantoufles en cuir faisant un bruit sec contre le sol froid. Il s'attendait à trouver Madame Simone, la voisine portugaise de l'appartement 12, qui apportait parfois du bouillon de poule, quand elle remarquait qu'il ne sortait pas de chez lui pendant 2 ou 3 jours consécutifs. Quand il ouvrit la porte, ses yeux s'écarquillèrent, tant que pendant un moment il pensa que c'était une hallucination provoquée par les médicaments ou la solitude. Là se tenait un jeune homme grand, au moins 1,80 m, cheveux noirs coupés avec précision, portant un t-shirt blanc simple de Nike, un jean foncé, et des baskets blanches chères mais discrètes. Ses yeux étaient exactement comme Joao s'en souvenait. Châtains, intenses, mais avec cette expression d'humilité que toute la célébrité du monde n'avait pas réussi à effacer. « Monsieur Moreira, c'est moi, Kylian. Kylian Mbappé. » Le cœur du concierge s'emballa comme s'il avait couru un marathon. Ses mains commencèrent à trembler de façon incontrôlable, et il dut s'appuyer sur le montant de la porte pour ne pas tomber. Bien sûr qu'il reconnaissait ce visage. Il était dans tous les journaux, à toutes les télévisions du monde, sur les panneaux publicitaires dans la ville, dans les publicités télévisées. C'était le garçon qui était devenu l'une des plus grandes stars du football mondial. Mais ce qui le surprenait le plus, c'était la façon dont Kylian le regardait, avec exactement les mêmes yeux respectueux d'il y a 15 ans, quand il n'était qu'un gamin frêle de 13 ans, qui arrivait au centre de formation à 7h du matin et repartait à 8h du soir. « Mon Dieu, Kylian, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as trouvé ?» Ce n'était pas difficile, monsieur Moreira. J'ai appelé le centre de formation hier matin, j'ai parlé à la secrétaire, Madame Françoise. Vous vous souvenez d'elle? Elle m'a donné votre adresse. Elle a dit que vous viviez seul et que vous seriez heureux de recevoir une visite. Kylian sourit, et dans ce sourire Joao vit le même garçon timide qui avait l'habitude de se cacher derrière ses coéquipiers plus âgés. « Je peux entrer? Je suis venu de Paris juste pour parler avec vous. »« De Paris? Juste pour me voir ?» Joao balbutia, n'arrivant toujours pas à y croire. « Bien sûr, entrez, excusez la maison, je n'attendais pas de visite, si j'avais su, j'aurais. Elle est parfaite, » dit Kylian, entrant et observant l'environnement avec un respect authentique. Exactement comme j'imaginais qu'elle serait.
Joao le conduisit vers le petit salon, ses mains tremblantes tandis qu'il proposait de l'eau, du café, des biscuits, tout ce qu'il pouvait trouver. Il vérifia le verre 3 fois pour s'assurer qu'il était propre, s'excusa pour le désordre qui n'existait pas, pour la simplicité du mobilier, pour le manque d'options de boissons. Kylian s'assit sur le canapé 2 places que Joao et Maria avaient acheté en 1998, en tissu marron déjà décoloré, comme si c'était le siège le plus confortable du monde. Le joueur prit quelques secondes pour observer l'environnement. Les murs avec du papier peint à fleurs ancien, l'appareil de télévision à tube qui devait avoir au moins 10 ans, la table basse avec un plateau en verre où étaient éparpillés quelques journaux sportifs, l'odeur de produits de nettoyage qui semblait faire partie de l'essence de la maison. Ses yeux se fixèrent sur les photographies de l'étagère, spécialement sur celle du garçon avec le ballon de football. « C'est Gabriel, n'est-ce pas ?» demanda Kylian doucement. Joao acquiesça, incapable de parler. « Monsieur Moreira, je pense à vous tous les jours, littéralement tous les jours de ma vie. » Le concierge cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter l'information. « À moi ? Mais pourquoi ? J'étais juste. Je ne faisais que nettoyer les couloirs, les vestiaires. Tu ne devais même pas te souvenir de moi. Vous vous souvenez de ce jour où j'avais 13 ans ? C'était le 15 mars 2013, un vendredi. Nous avions perdu 3-1 contre Nice au championnat régional des moins de 14 ans. J'avais manqué un pénalty à la 43e minute de la deuxième mi-temps, le pénalty qui nous aurait donné la qualification pour les demi-finales. Joao fit un effort pour se souvenir. Tant de garçons, tant de larmes, tant de déceptions au fil des ans. Mais quelque chose dans la voix de Kylian, dans la précision des détails, commença à réveiller des fragments de mémoire. C'était un jour froid, il bruinait. Tous les autres garçons étaient partis avec leurs parents. L'entraîneur M. Bertrand m'avait crié dessus devant tout le monde dans le vestiaire. Il avait dit que j'étais trop petit, trop faible, que je devrais peut-être penser à jouer au tennis ou à la natation, que le football n'était pas pour des garçons comme moi. La voix de Kylian trembla légèrement. J'étais seul dans le vestiaire, assis sur le banc où nous rangions nos chaussures de foot, pleurant comme un enfant, pensant que ma vie était finie, que je n'arriverais plus jamais à regarder un ballon de football. Maintenant Joao se souvenait avec une clarté cristalline. Le garçon frêle, le plus petit du groupe, assis seul sur le banc en bois, ses petites épaules tremblant de sanglots silencieux. Ses pieds ne touchaient même pas bien le sol, et il tenait sa tête entre ses mains comme si le monde s'était écroulé. J'étais entré dans le vestiaire pour faire le nettoyage de fin de journée. Je faisais toujours ça à 19h, après que tout le monde soit parti. Quand je t'ai vu là, mon premier réflexe a été de te demander de sortir, parce que je devais travailler. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Vous vous êtes arrêté à la porte pendant environ 2 minutes, juste à m'observer. Puis vous avez tiré une chaise en plastique, et vous vous êtes assis à côté de moi. Vous n'avez rien dit pendant une dizaine de minutes, vous êtes juste resté là, en silence. J'ai même arrêté de pleurer parce que j'ai trouvé ça étrange. Joao acquiesça, la mémoire revenant comme une vague. Tu portais ce maillot de Barcelone, celui de Messi. Il était tout mouillé de sueur et de larmes. Puis, vous avez dit, « Tu sais, gamin, je nettoie cet endroit depuis de nombreuses années. J'ai vu des centaines de garçons comme toi passer par ici. Certains abandonnent à la première difficulté. D'autres se relèvent plus fort. La différence n'est pas dans le talent que tu as, elle est dans la taille du cœur que tu portes. » Les mots revinrent lentement dans la mémoire de Joao. Il se souvenait de la façon dont le garçon avait arrêté de pleurer, et l'avait regardé avec une attention totale, comme s'il entendait la chose la plus importante du monde. Puis vous avez commencé à me parler de Gabriel. Vous avez dit qu'il jouait aussi au football, qu'il était milieu de terrain dans l'équipe de jeunes de l'Olympique de Marseille, qu'il rêvait d'être professionnel. Vous avez raconté qu'il était mort dans un accident de voiture en revenant d'un entraînement, qu'il n'avait que 16 ans. Joao sentit la familière pointe dans la poitrine, cette douleur qui ne disparaissait jamais complètement. Gabriel venait juste d'avoir 16 ans. Il conduisait depuis seulement 2 mois avec le permis provisoire. Il revenait d'un entraînement nocturne un mardi pluvieux, quand un camion avait grillé le feu rouge sur l'avenue des Alpes. Mort instantanée, avaient dit les médecins. Au moins il n'avait pas souffert. Vous avez dit que Gabriel répétait toujours une phrase. « Papa, les grands joueurs ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui apprennent plus vite de leurs erreurs et n'abandonnent jamais d'essayer à nouveau. » Je me souviens de cette phrase exactement comme vous l'avez dite. Joao déglutit difficilement. C'était vrai. Gabriel disait cela chaque fois qu'il se trompait dans quelque chose, que ce soit au football ou à l'école. Une philosophie de vie qu'il avait développée seul à 15 ans et qui était morte avec lui. Puis vous m'avez laissé parler. Pour la première fois de ma vie, un adulte m'a laissé parler de mes peurs. J'ai raconté que j'avais peur de décevoir mes parents, qu'ils travaillaient tellement pour me donner la chance de jouer au football. Ma mère nettoyait des maisons, mon père travaillait comme agent de sécurité. Ils économisaient chaque centime pour payer mon transport, ma nourriture, mes affaires. Kylian marqua une pause, les yeux se remplissant de larmes.
Vous m'avez dit qu'il était normal d'avoir peur de décevoir les gens qu'on aime, mais que c'était encore pire de se décevoir soi-même en abandonnant avant d'essayer vraiment. Vous avez dit que Gabriel était mort en poursuivant son rêve, et que c'était la chose la plus honorable que quelqu'un puisse faire. Puis tu m'as emmené jusqu'au terrain ? Continua Joao, la voix enrouée. Même si c'était ton heure de repos ? Même si tu étais fatigué après une journée entière de travail, vous avez pris un ballon dans la réserve technique et vous m'avez dit « Allons pratiquer quelques pénaltys ». Mais cette fois, chaque ballon que tu tireras sera en l'honneur de Gabriel. Il te regarde, et je suis sûr qu'il veut que tu réussisses. Nous sommes restés là jusqu'à 22 heures, bien après l'heure où vous auriez dû partir. Joao se souvenait parfaitement maintenant. Il avait appelé Maria, pour expliquer qu'il arriverait tard, qu'il aidait un garçon au centre de formation. Elle avait simplement dit « Fais ce que ton cœur te dit, Joao. Gabriel serait fier. » J'ai réussi 17 pénaltys d'affilée cette nuit-là, dit Kylian. 18, corrigea Joao, souriant pour la première fois depuis l'arrivée de Kylian. J'ai compté chacun. Vous avez raison, c'était 18. Mais ce n'est pas ça qui a changé ma vie, monsieur Moreira. C'est ce que vous avez dit quand nous partions, quand vous m'avez accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Joao fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Pendant que nous attendions le bus de 22h30, vous avez posé votre main sur mon épaule et vous avez dit « Kylian, tu ne seras peut-être jamais le joueur le plus fort ou le plus rapide qui passera par ici. Mais si tu es celui qui a le cœur le plus grand, ça compensera toute différence physique. » Gabriel m'a appris ça. Puis vous avez fait une pause et vous avez ajouté « Chaque fois que tu mettras les pieds sur ce terrain, souviens-toi que tu ne joues pas seulement pour toi. Tu joues pour tous ceux d'entre nous qui croient en toi, pour tous les rêves qui sont restés en chemin, pour toutes les personnes simples qui travaillent dur pour que des garçons comme toi aient une chance. » Le silence envahit la pièce. Joao se souvenait maintenant, clairement, de chaque mot. C'était l'une des rares fois où il avait réussi à parler de Gabriel sans s'effondrer en larmes. Il y avait quelque chose chez ce garçon qui lui faisait sentir que Gabriel était là, d'une certaine façon, participant à ce moment. Monsieur Moreira, ce jour-là a complètement changé le cours de ma vie. Non seulement parce que vous m'avez appris à tirer les pénaltys avec plus de confiance, mais parce que vous m'avez appris que quelqu'un croyait en moi, quand je ne croyais pas en moi-même. Plus que ça, vous m'avez appris que j'avais une responsabilité plus grande que mon propre succès. Kylian se pencha vers l'avant, ses yeux brillants avec la même intensité que Joao se souvenait de voir aux entraînements. Chaque fois que j'entre sur le terrain, depuis ce jour-là, je me souviens de vos paroles. Quand j'ai marqué mon premier but professionnel à 17 ans, contre 3, j'ai pensé. J'espère que monsieur Moreira voit ça. Quand j'ai marqué en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, quand j'ai soulevé le trophée, la première chose à laquelle j'ai pensé était « c'est pour Gabriel et pour monsieur Moreira ». Quand j'ai signé mon contrat avec le PSG, quand j'ai gagné le prix du meilleur jeune joueur d'Europe, toujours j'ai pensé à vous. Joao sentit les larmes couler librement sur son visage. Pendant toutes ces années, il avait assisté à l'ascension fulgurante de Kylian à la télévision, lisant sur lui dans les journaux, le voyant briller sur les plus grandes scènes du football mondial. Mais jamais, pas même dans ses rêves les plus fous, il n'avait imaginé que ces paroles simples avaient eu un impact dans la vie du garçon. « Mais pourquoi tu es venu me chercher maintenant ?» demanda Joao, essuyant ses yeux avec le dos de la main. « Parce que j'ai besoin de votre aide, monsieur Moreira. Et parce qu'il est temps de rendre ce que vous avez fait pour moi. » Kylian se leva et marcha vers la fenêtre, observant la vue modeste du quartier. « Je crée une académie pour enfants défavorisés. Non seulement pour enseigner le football, mais pour enseigner la vie. J'ai déjà acheté un terrain de 15 hectares à Bondy, dans la banlieue parisienne, où j'ai grandi. J'ai déjà construit 4 terrains officiels, des vestiaires, des salles de classe, un réfectoire, des dortoirs pour les enfants qui habitent loin. J'ai déjà embauché les meilleurs entraîneurs de France, des nutritionnistes, des psychologues, des professeurs. » Joao l'écoutait attentivement, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'il entendait. Mais il manque la pièce la plus importante. Quelqu'un qui comprend qu'enseigner le football n'est que 10% du travail. Les autres 90%, c'est enseigner à ses enfants à croire en eux-mêmes, à avoir du caractère, à ne pas abandonner dans les moments difficiles. Quelqu'un qui sait que parfois un mot au bon moment vaut plus que 1000 cours techniques. Kylian se tourna vers Joao, ses yeux brillants de détermination. « Je veux que vous soyez le directeur pédagogique de l'Académie Mbappé. Non pas pour nettoyer le sol, mais pour nettoyer les doutes, les peurs, les insécurités de ces enfants. Pour être pour eux ce que vous avez été pour moi. » Joao secoua énergiquement la tête. « Mais je ne suis qu'un vieux concierge, mon garçon. Je n'ai pas de formation en pédagogie. Je ne connais rien à l'administration. Je n'ai pas de diplôme. Vous avez quelque chose d'infiniment plus important que n'importe quel diplôme. La sagesse de la vie. L'expérience réelle. Le cœur. » Kylian s'approcha et tint les mains calleuses de Joao. « Combien de garçons avez-vous aidé au fil des ans? Combien de fois vos paroles ont-elles changé le cours d'une vie sans que vous le sachiez?
Combien de conversations comme la nôtre ont eu lieu dans ces couloirs que vous nettoyez? Joao réfléchit un moment. Pendant 15 ans, il avait consolé des centaines de garçons qui pleuraient après des défaites, qui se disputaient avec des entraîneurs, qui arrivaient au centre de formation portant des problèmes familiaux. Il avait toujours pensé que c'était juste des conversations occasionnelles, des gestes sans importance. Je me souviens d'au moins 20 garçons qui sont venus me parler au fil des ans, admit Joao. Certains parce que leurs parents divorçaient, d'autres parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour continuer dans le football, quelques-uns parce qu'ils subissaient du harcèlement à l'école. Et vous avez aidé chacun d'eux, n'est-ce pas? J'ai essayé. Mais je ne sais pas si j'ai fait une différence. Vous en avez fait une, monsieur Moreira. Beaucoup plus que vous n'imaginez. J'ai pris contact avec certains d'entre eux par les réseaux sociaux. Marcus, vous vous souvenez de lui? Ce garçon noir qui était attaquant? Aujourd'hui, il est entraîneur de football des jeunes à Marseille. Pierre, qui jouait comme défenseur. Il est devenu professeur d'éducation physique. Ahmad Gour, qui était gardien de but. Aujourd'hui, il travaille comme psychologue du sport. Joao écarquilla les yeux. Il se souvenait vaguement de ces noms, mais n'imaginait pas qu'ils avaient suivi des carrières liées au sport. Ils m'ont tous dit la même chose, que vous aviez parlé avec eux dans des moments difficiles, que vos paroles les avaient aidés à ne pas abandonner, que vous aviez été une figure paternelle pour eux quand ils en avaient besoin. Mais le salaire? Joao commença à protester. Je ne peux pas accepter de la charité, ce ne serait pas correct. Ce n'est pas de la charité, interrompit Kylian fermement. C'est un travail, le travail le plus important de tous. 25 000 € par mois, plus des avantages complets de santé, plus une maison de 3 chambres sur la propriété de l'académie si vous voulez, plus une voiture pour vous déplacer, plus une allocation pour la nourriture et les vêtements. Joao faillit s'évanouir. 25 000 € par mois, c'était plus que ce qu'il avait gagné en 2 années entières comme concierge. C'était assez d'argent pour vivre dignement, pour avoir de la sécurité, pour ne plus passer de nuit éveillé à faire des comptes de survie. C'est beaucoup d'argent, Kylian. Beaucoup plus que ce que je mérite. Vous méritez beaucoup plus que ça. Vous méritez la reconnaissance, vous méritez le respect, vous méritez de savoir que votre vie a fait la différence dans le monde. Kylian se rassit à côté de Joao. Monsieur Moreira, je gagne plus de 5 millions d'euros par an. J'ai des contrats publicitaires qui me rapportent 2 autres millions. J'ai des voitures, des maisons, des bijoux, tout ce que l'argent peut acheter. Mais vous savez ce que je n'avais pas? La certitude que je rendais le bien que j'avais reçu. Joao resta silencieux, essayant d'assimiler tout. L'académie va recevoir 300 enfants entre 8 et 18 ans. Tous de familles défavorisées. Tous avec le potentiel de grandir non seulement dans le football, mais dans la vie. Ils ont besoin d'entraîneurs pour apprendre à jouer, mais ils ont encore plus besoin de quelqu'un comme vous pour apprendre à vivre. Qu'est-ce que je ferais exactement? Vous seriez responsable du développement personnel de chaque enfant. Vous auriez une équipe d'assistants, mais ce serait vous qui feriez le suivi individuel. Vous parleriez avec chaque garçon et fille au moins une fois par semaine, vous connaîtriez leurs histoires, leurs peurs, leurs rêves. Ce serait vous qui identifieriez quand un enfant traverse des difficultés et a besoin de soutien. Kylian marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes à nouveau. Monsieur Moreira, je veux que vous soyez pour ces enfants ce que vous avez été pour moi. Je veux qu'ils aient la chance d'entendre que quelqu'un croit en eux quand ils ne croient pas en eux-mêmes. Je veux qu'ils apprennent que la taille du cœur est plus importante que la taille du corps, que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, qu'ils ne jouent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui croient en eux. Joao se leva et marcha vers la fenêtre, observant la rue animée de son quartier. Des voitures passaient pressées, des gens marchaient rapidement, chacun plongé dans ses propres problèmes. Pendant 3 mois, il s'était senti complètement inutile, jetable, comme si sa vie n'avait servi à rien. Il y avait des nuits où il se couchait en se demandant si quelqu'un remarquerait s'il disparaissait. Maintenant il découvrait qu'il avait façonné l'une des plus grandes stars du football mondial, sans même le savoir. Que ces paroles simples, nées de la douleur d'avoir perdu un fils, avaient résonné pendant des années dans la vie de quelqu'un. Que d'autres garçons avaient aussi été touchés par ces gestes sans prétention. Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, dit Joao, sans se retourner. Quand Gabriel est mort, j'ai passé 6 mois sans pouvoir travailler correctement. J'allais au centre de formation mais je restais comme un fantôme, faisant les tâches mécaniquement. Je ne parlais à personne, je ne faisais attention à rien. Kylian resta silencieux, respectant le moment. Un jour, Maria m'a appelé pour une conversation sérieuse. Elle m'a dit « Joao, je comprends ta douleur parce que c'est aussi ma douleur. Mais si tu continues comme ça, ce sera comme si Gabriel était mort 2 fois. Une fois dans l'accident, et une autre fois en toi. » Puis elle a ajouté
Si tu abandonnes d'aider d'autres garçons, la mort de notre fils n'aura servi à rien. Mais si tu continues d'être l'homme bon que tu as toujours été, il vivra à travers toi. Chaque garçon que tu aideras sera une façon pour Gabriel de continuer à faire le bien dans le monde. » João se retourna, les larmes coulant librement sur son visage. C'est ce qui m'a fait recommencer à parler avec les garçons que je trouvais tristes ou découragés. Ce n'était pas seulement pour les aider. C'était pour garder Gabriel vivant d'une certaine façon. Et ça a marché, dit Kylian doucement. Gabriel est vivant dans chaque garçon que vous avez aidé, moi y compris tous les autres. Et si vous acceptez ma proposition, il continuera à vivre dans chaque enfant qui passera par l'académie. João retourna au canapé et s'assit, regardant directement dans les yeux du jeune homme. Toute sa vie, il avait été l'homme qui nettoyait, qui organisait, qui remettait les choses en ordre. Maintenant, quelqu'un lui offrait la chance d'organiser des vies, de nettoyer des doutes et des peurs, d'être utile d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée. « Si j'accepte, » dit João lentement, « tu me promets quelque chose, n'importe quoi. D'abord, que tu n'oublieras jamais d'où tu viens, que tu te souviendras toujours qu'il y a des millions de garçons comme toi qui ont besoin d'une chance. Je promets. Deuxièmement, que tu m'apprendras l'administration, comment traiter avec les enfants de façon professionnelle, tout ce que j'ai besoin de savoir pour faire du bon travail. Je promets. Nous aurons une équipe de pédagogues et de psychologues pour donner du soutien. Vous ne serez pas seul. Troisièmement, que si je n'arrive pas à faire du bon travail, si je ne suis pas capable d'aider ces enfants comme je devrais, tu me le diras honnêtement. Je promets, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et pour finir, que tu te souviendras toujours que le plus grand trophée n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu laisses dans la vie des gens. Kylian sourit, le même sourire timide d'il y a 15 ans. Je promets, monsieur Moreira. Après tout, c'est vous qui me l'avez appris. João respira profondément, sentant quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. L'espoir. Alors j'accepte d'être le directeur pédagogique de l'Académie Mbappé. Kylian se leva et serra João fort dans ses bras, comme un fils serre son père après une longue séparation. Merci, monsieur Moreira. Merci d'avoir sauvé ma vie il y a 15 ans, et merci d'accepter de sauver la vie de centaines d'autres enfants. En fait, dit João, rendant l'étreinte, c'est toi qui sauves ma vie. 6 mois plus tard, João se réveillait tous les jours à 6 heures du matin dans sa nouvelle maison sur la propriété de l'Académie Mbappé. C'était une maison de plein pied de 3 chambres, avec une petite véranda qui donnait vue sur le terrain principal. Pour la première fois depuis des années, il se réveillait en souriant, impatient de commencer la journée. L'académie fonctionnait comme une petite ville. En plus des terrains de football, il y avait une école régulière, où les enfants étudiaient le matin, un réfectoire qui servait 3 repas par jour, une bibliothèque, des salles informatiques, une clinique médicale, des dortoirs pour les enfants qui habitaient loin, et même une petite chapelle où João avait placé une photo de Gabriel. Sa routine était intense mais gratifiante. Il arrivait au travail à 7 heures du matin et restait jusqu'à 6 heures du soir. Il avait son propre bureau avec son nom sur la porte. João Moreira, directeur pédagogique. Le bureau était simple mais fonctionnel. Un bureau, 2 chaises, un canapé confortable, quelques plantes, et au mur, une grande photo de Gabriel souriant. Tous les matins, João faisait le tour de l'académie, parlant avec les enfants, observant leur comportement, identifiant qui pourrait avoir besoin d'attention spéciale. Il avait appris à lire les signes. Le garçon qui restait isolé pendant les pauses, la fille qui semblait triste même quand les autres riaient, le jeune qui s'irritait facilement avec ses camarades. Chaque enfant avait une session individuelle avec lui toutes les semaines. Ce n'étaient pas des sessions formelles de thérapie, mais des conversations détendues où João appliquait la même technique qu'il avait utilisée avec Kylian. Écouter plus que parler, poser les bonnes questions, partager des expériences de vie quand c'était approprié. Il y avait de petits miracles qui arrivaient tous les jours. Comme Sarah, 12 ans, qui était arrivée à l'académie complètement fermée parce que ses parents divorçaient. Après 2 mois de conversations hebdomadaires, elle avait recommencé à sourire et était devenue l'une des leaders naturelles du groupe féminin. Ou comme Marcus, 15 ans, qui était impliqué dans la drogue dans sa communauté et utilisait l'agressivité comme défense. João avait parlé avec lui de canaliser la colère vers quelque chose de positif, de comment il pourrait utiliser son expérience pour aider d'autres garçons à ne pas commettre les mêmes erreurs. João avait aussi créé un programme spécial appelé « Conversation du cœur », où une fois par semaine il réunissait de petits groupes d'enfants pour parler de sujets comme l'amitié, la famille, la peur de l'échec, le harcèlement, les rêves pour l'avenir. Il découvrit que beaucoup d'enfants s'ouvraient plus en groupe qu'individuellement. Le plus surprenant fut de découvrir qu'il avait un talent naturel pour parler en public. Tous les vendredis, il faisait une conférence pour tous les enfants de l'académie. Il parlait de valeurs, de l'importance du caractère, de comment gérer les défaites et les victoires. Il terminait toujours ses conférences par la même phrase.
Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici seulement pour apprendre à jouer au football. Vous êtes ici pour apprendre à être de meilleures personnes. Kylian visitait l'académie au moins une fois par mois. Il tenait toujours à parler avec Joao, demandant des nouvelles des enfants, des défis, de comment il pourrait améliorer la structure. Mais ce qui impressionnait le plus Joao, était de voir comment Kylian interagissait avec les enfants, avec la même humilité et le même respect qu'il avait à 13 ans. Pendant une de ses visites, Joao observa Kylian consoler un garçon de 10 ans qui avait manqué un penalty dans un match d'entraînement. Le joueur s'agenouilla à côté de l'enfant et dit exactement les mêmes mots que Joao lui avait dit 15 ans auparavant. Les grands joueurs ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui apprennent de leurs erreurs et n'abandonnent jamais d'essayer. « Où tu as appris ça ?» demanda le garçon. « De l'homme le plus sage que j'ai jamais connu, » répondit Kylian, pointant vers Joao. « Il m'a appris que la taille du cœur est plus importante que la taille du corps. » Au premier anniversaire de l'académie, une grande fête fut organisée. Vinrent des journalistes, d'anciens joueurs célèbres, des représentants d'autres clubs. Mais le moment le plus émouvant fut quand Kylian appela Joao sur scène pour parler. « Mesdames et messieurs, dit Kylian au micro, je veux vous présenter l'homme le plus important de cette académie. Joao Moreira a été concierge au centre de formation de Monaco pendant 15 ans. Il nettoyait les couloirs, les vestiaires, les salles. Mais ce qu'il faisait vraiment, c'était nettoyer les doutes, les peurs, les insécurités des garçons qui passaient par là. » L'audience applaudit poliment, sans comprendre complètement l'importance du moment. Il y a 15 ans, j'étais un garçon de 13 ans, qui voulait abandonner le football. Monsieur Joao s'est assis à côté de moi, et m'a appris que la taille du cœur est plus importante que la taille du corps. Aujourd'hui, vous voyez 300 enfants qui apprennent la même leçon. Joao monta sur scène avec des jambes tremblantes, il n'avait jamais parlé devant tant de monde. Quand il prit le micro, sa voix sortit enrouée. J'ai passé 15 ans à penser que j'étais juste un concierge. À penser que ma vie avait été petite, sans importance. Aujourd'hui, je comprends que nous avons tous un rôle important dans le monde. Peu importe quel soit votre travail, si vous le faites avec amour et dévouement, vous faites la différence. Il fit une pause, regardant les enfants de l'académie qui étaient au premier rang. Chaque enfant qui passe par ici va apprendre le football, mais va apprendre beaucoup plus que ça. Il va apprendre que les erreurs sont des opportunités de croissance, que le caractère est plus important que le talent, que nous avons tous la responsabilité de nous aider les uns les autres. L'audience se leva dans une ovation prolongée. Joao regarda Kylian et vit des larmes dans les yeux du jeune homme. Cette nuit-là, Joao écrivit dans son journal, une habitude qu'il avait développée depuis qu'il avait commencé à travailler à l'académie. « Cher Gabriel, aujourd'hui ça fait exactement 1 an que j'ai commencé à travailler à l'académie Mbappé. 300 enfants sont déjà passés par ici. Chacun d'eux emporte un peu de toi avec lui, parce que tout ce que j'enseigne est né de la douleur de t'avoir perdu et de la joie de t'avoir connu. Aujourd'hui j'ai compris que Dieu ne mesure pas la valeur d'une vie, par les titres que nous gagnons, par les voitures que nous conduisons, par les maisons où nous vivons. Il mesure par les vies que nous touchons, par le bien que nous faisons, par l'amour que nous répandons. Ton ami Kylian est devenu beaucoup plus qu'un joueur célèbre. Il est devenu un homme qui utilise sa position pour faire le bien. Et moi, qui ai toujours pensé que j'étais juste un concierge, j'ai découvert que je peux être beaucoup plus. Merci de m'avoir appris que chaque personne que nous croisons sur notre chemin est une opportunité de faire le bien. J'espère que tu es fier de nous. » Le lendemain, Joao se réveilla à 6 heures du matin, comme toujours. Il prit son café en regardant par la fenêtre de la véranda, voyant les premiers enfants arriver pour l'entraînement matinal. L'un d'eux lui fit signe. C'était Denis, 9 ans, qui la semaine précédente avait parlé avec lui de la mort de sa grand-mère. « Bonjour, professeur Joao !» cria le garçon. « Bonjour, champion !» répondit Joao faisant signe en retour. Et à ce moment-là, voyant cet enfant sourire, Joao sut qu'il avait trouvé sa vraie vocation. Ce n'était pas nettoyer des bâtiments. C'était nettoyer des chemins pour que d'autres puissent suivre leurs rêves. Gabriel continuait à vivre. Dans chaque conversation, dans chaque étreinte, dans chaque mot d'encouragement. Et le mieux de tout. Cette vie renouvelée n'était que le début. Il y avait encore des centaines d'enfants à venir, des centaines d'histoires à écrire, des centaines de rêves à aider à réaliser. Joao Moreira, le concierge qui était devenu professeur, l'homme qui nettoyait les couloirs et avait découvert que sa vraie mission était de nettoyer les âmes, sourit au nouveau jour qui commençait, sachant que chaque moment serait une nouvelle opportunité de faire la différence dans le monde.